Bonjour à tous. Donc, nous allons prendre la suite de ce cours qui sera aujourd'hui consacré au stress réplicatif et à ses implications aussi bien dans la genèse des tumeurs que dans leur traitement. Donc, commençons d'abord par cette figure tirée d'une revue récente et que nous avons déjà commentée dans le cours précédent, donc montrant que l'ADN est une très longue molécule. C'est une molécule qui peut être soumise à des agressions chimiques multiples qui vont compromettre son intégrité. Et donc nous avons rapidement, la semaine dernière, évoqué des lésions bien connues comme les dimères de pyrimidine qui sont liées aux UV, les erreurs de réplication avec le mismatch repair. Très important aussi, les adduits protéines ADN qui sont en particulier induits par un certain nombre de traitements anticancéreux, les liaisons interbrins qui peuvent être induites par des alkylants, les anomalies des bases et leur oxydation. Et puis nous avons beaucoup parlé des cassures simples brins et des cassures doubles brins. Et vous rappelez que les cassures simples brins sont relativement banales finalement. Il peut y en avoir quelques dizaines de milliers par cellule et par jour. En revanche, les cassures double brin, elles, sont beaucoup moins banales et une seule cassure double brin dans une cellule, dans certaines circonstances, va suffire à induire sa mort. Et puis, nous avons également passé en revue un certain nombre des systèmes de réparation. Ces systèmes de réparation sont relativement bien connus, en partie parce qu'ils sont très fortement conservés au sein du monde vivant et que donc ces systèmes sont extrêmement proches finalement entre les levures et les cellules de mammifères et même certains systèmes sont extrêmement proches déjà de ce qu'on peut trouver chez les bactéries. Donc nous avons vu que beaucoup de ces systèmes sont connus et que par ailleurs les anomalies génétiques de ces systèmes sont assez souvent associées au développement de cancer, comme on l'a dit par exemple pour les cas des protéines BRCA1, BRCA2 ou encore le complexe Fanconi. Donc, dans ce cours, nous allons examiner successivement les points suivants. D'abord, voir que la réplication globale de l'ADN est un phénomène extrêmement contrôlé parce que dans le cours précédent, on s'est finalement intéressé à des tout petits segments d'ADN, vérifier que des petits segments d'ADN soient répliqués sans anomalie, sans mutation, sans cassure. Mais ça passait sous silence quelque chose d'extrêmement important aussi, c'est qu'il faut que l'intégralité du génome soit dupliquée et qu'il ne soit dupliqué qu'une seule fois, de manière à pouvoir aller en mitose avec un patrimoine génétique qui a été très exactement doublé. Et on verra que tous les obstacles à la réplication vont être capables d'induire du stress réplicatif. On verra également, et ça c'est une notion extrêmement importante qui a été découverte il y a une vingtaine d'années, que le tout début de la cancérogénèse chez l'homme est marqué par l'induction de stress de réplication et que ce stress de réplication va induire des phénomènes de blocage transitoire de la prolifération, en particulier par induction de la sénescence, qui constitue un barrage pour éviter la transformation cancéreuse. Et on verra que ce blocage est largement lié à l'activation de la réponse de dommage à l'ADN, DNA Damage Response, et en particulier à travers l'activation d'une kinase ATR dont nous avons déjà parlé. On verra également qu'au moins en partie, et dans des systèmes qui ont été très bien étudiés, ce stress de réplication peut être lié à une carence en nucléotides et qu'en fait, dans des cellules primaires normales, eh bien, les nucléotides sont limitants et donc déclencher un processus de réplication anormal qui n'a pas été préparé à l'avance va conduire à essayer de faire une mitose avec des nucléotides qui sont limitants. Et puis on verra comment est-ce qu'on peut cibler ce stress de réplication avec des protéines qui sont impliquées dans la détection, des protéines qui sont impliquées dans la signalisation et enfin des effecteurs. Et nous verrons que ceci a une importance majeure sur le développement des cancers comme sur leur survie. Donc, les systèmes de réparation et d'intégrité, du maintien de l'intégrité de l'ADN sont complexes et multiples
et leurs défauts sont étroitement liés au développement de certains cancers, probablement parce qu'ils induisent l'instabilité du génome, que cette instabilité soit locale avec des erreurs de réparation sur des courts fragments, ou qu'elle soit globale par des pertes de matériel génétique, et que même en dehors des contextes de prédisposition génétique, comme les mutations BRCA1 ou la maladie de Fanconi, les tumeurs qui vont présenter des génomes qui sont souvent très très remaniés, preuve que ces mécanismes de réparation et de sauvegarde sont dépassés dans l'histoire naturelle du développement de la tumeur. La perte de fonction de P53, dont on va reparler un peu plus loin dans ce cours, est très liée à l'aneuploïdie et au karyotype complexe, et en particulier dans les leucémies, où ça a été très bien étudié. On sait qu'un génome leucémique très remanié, ou ce qu'on appelle les génomes à karyotype complexe, sont une signature cytologique de cette perte de fonction de P53. Par ailleurs, la plupart des traitements anticancéreux vont induire des dommages à l'ADN, et la perte de recombinaison homologue est associée à une bien meilleure réponse aux alkylants comme aux inhibiteurs de PARP, comme on l'a vu dans le cours précédent. Et enfin, dans le cours précédent, nous avons vu que la création d'ADN-protéines est l'une des bases de la chimiothérapie, avec des médicaments très différents, ce qui laisse entrevoir déjà certains mécanismes communs qui n'étaient pas du tout imaginés il y a 20 ans, unifiant l'activité de ces composés. Alors, comment peut-on contrôler la réplication globale du génome? Donc, comme je le disais un instant, indépendamment des erreurs ponctuelles, la réplication du génome est soumise à une régulation globale qui est très stringente et très complexe, car son défaut va conduire à des pertes génomiques, des anomalies de chromosomes et l'aneuploïdie, qui constituent finalement l'évolution terminale de très nombreux cancers. Et l'objectif central de ce processus de réplication du génome, c'est que l'ensemble du génome soit répliqué, mais qu'il soit répliqué une seule fois. Et ceci donc va être régulé entre autres par un mécanisme de définition des origines de réplication et de régulation des origines de réplication dont on parlera un petit peu dans ce cours et puis plus encore dans le cours suivant sur Schlafen 11. Donc, à l'origine, les origines de réplication vont être marquées par ce complexe, les protéines du complexe ORC, et elles vont être reconnues au moment de lancer la réplication par ces deux protéines, CDC6 et CDT1, qui vont permettre le recrutement de ce complexe qui s'appelle MCM pour Mini Chromosome Maintenance, qui va vraiment être le point de démarrage de la réplication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le licensing, c'est permettre finalement à cette origine de réplication d'être un jour activée. Le deuxième phénomène va s'accompagner de changements induits entre autres par la dissociation de CDC6 et de CDT1, et puis l'action de kinases comme les CDK, qui vont permettre ensuite, sur cette origine qui a été activée finalement, de recruter le complexe qui va permettre le recrutement ensuite des polymérases. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais firing, donc la mise à feu. Cette origine de réplication a été identifiée et ensuite elle va être mise à feu pour lancer le processus de réplication par lui-même qui va faire appel à ce moment-là au recrutement de polymérases et d'une protéine dont on reparlera tout à l'heure, d'un complexe protéique qui s'appelle PCNA, qui va être en fait un censeur de la qualité de l'ADN. Et donc quand ces protéines sont recrutées, on va avoir la phase de progression en fait, dans laquelle ce complexe enzymatique va pouvoir avancer de chaque côté de manière à commencer à répliquer l'ADN et passer donc de 2 brins à 4 brins avec des processus de contrôle de qualité qui sont très stringents et dont on verra certains détails. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs qui vont gêner cette répartition globale, cette réplication globale de l'ADN, suivant les circonstances, et on verra qu'un certain nombre, et on verra des illustrations pratiques, de l'activation oncogénique va pouvoir conduire à plusieurs types de situations. Une situation où on ne va pas pouvoir définir
prémarquer finalement ces origines de réplication, et donc elles vont rester silencieuses. Et ceci va bien sûr conduire à des grands fragments d'ADN qui n'auront pas été répliqués. Et ces grands fragments d'ADN non répliqués, si la cellule progresse en mitose, vont bien sûr être à l'origine de cassures de cette macromolécule d'information. Mais il peut y avoir la situation inverse, où au fond, du fait de mauvaise régulation entre ces origines de réplication, il peut y avoir des zones qui sont répliquées 2 fois. Et ces zones qui vont répliquer 2 fois vont finalement faire des nœuds au moment de la mitose. Il peut y avoir également des activations d'origine trop proches et trop tôt qui peuvent conduire à des blocages des fourches de réplication parce qu'elles sont trop proches les unes des autres. Et puis, il peut y avoir des obstacles, là encore, qui vont bloquer la progression de ces fourches de réplication et conduire à des situations dans lesquelles on va avoir des zones non répliquées ou des zones qui vont potentiellement faire des nœuds. On verra également que l'activation oncogénique peut induire des radicaux oxygénés, des reactive oxygen species, qui vont eux-mêmes, en plus, induire des dommages chimiques à la molécule d'ADN. Alors, cette dérégulation des origines de réplication est souvent observée dans les tumeurs, et c'est une des sources du stress réplicatif, et on verra au moins certains des mécanismes par lesquels le choix de ces origines de réplication peut être contrôlé. Et chez la souris, il a été modélisé par la déplétion du complexe protéique MCM27, et cette dérégulation donc, qui va conduire à une déplétion, à une raréfaction des origines de réplication. Cette raréfaction des origines de réplication va conduire à de l'instabilité génétique, et au fur et à mesure que la souris vieillit, on va avoir développement de tumeurs simplement du fait de mauvais choix de ces origines de réplication. Il peut également y avoir des réplications inappropriées, ré-réplication donc avant la division cellulaire, et ça c'est régulé par la surexpression ou l'activation du complexe CDT1, CDC6. Et la signalisation ATR-CHK1, dont nous avons parlé dans le cours précédent, qui reconnaît entre autres les cassures simples brun ou les zones anormalement simples brun, va avoir une importance critique sur la régulation de la fourche de réplication, puisqu'en fait, elle va bloquer la fourche de réplication si celle-ci est bloquée, par exemple, par une lésion de l'ADN ou par un complexe protéique. Donc, elle va bloquer la fourche. Mais en même temps qu'elle bloque la fourche malade, si j'ose dire, elle va permettre le recrutement d'autres origines de réplication à proximité. Et ce recrutement des autres origines de réplication va permettre, au moins en partie, de compenser ce défaut de réplication de l'ADN. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le stress de réplication? Eh bien, voilà ce qui se passe au niveau d'une fourche de réplication normale. Vous avez donc les 2 brins qui vont être séparés, et puis ces complexes dont on a parlé, hein, MCM27, PCNA et la polymérase, vont permettre la synthèse du 2e brin, soit continu dans un sens ou en fragments, avec les fragments d'Okazaki sur l'autre sens. Ceci nécessitant bien sûr la présence de nucléotides en abondance et l'absence de lésions, ces lésions étant reconnues par PCNA ou par le complexe MCM7. Et donc, ça, c'est la situation normale quand tout va bien, mais il peut y avoir des situations qu'on appelle les réplisomes découplés, dans lesquels on va avoir un obstacle, par exemple une lésion à l'ADN, et cette lésion de l'ADN va empêcher la polymérase de progresser, et ceci va donc créer localement une zone d'ADN simple brun. Et cette zone d'ADN simple brun va être tout de suite décorée par une protéine qui s'appelle RPA pour protéger la molécule d'ADN, mais cette accumulation linéaire de cette molécule RPA va être un signal de stress qui va être le signal qui va induire les processus d'adaptation que nous allons voir dans un instant. Et donc, c'est cette disharmonie entre la progression sur les 2 brins qui va constituer le stress de réplication, dont vous voyez à ce stade qu'il n'y a pas encore de cassure. La cassure peut compliquer, bien sûr, le stress de réplication, mais à ce stade, il n'y a pas de cassure, et c'est simplement
l'existence de ce long fragment d'ADN simple brun qui va être capable d'être reconnu par cette protéine, qui va être le signal de stress induisant donc les réponses adaptatives. Alors que sont ces réponses adaptatives? Donc là, vous avez une autre représentation de la même situation, hein, avec la polymérase qui avance sur un brin et sur l'autre, le complexe qu'on a vu tout à l'heure, et puis ce grand fragment d'ADN simple brun qui va être reconnu et décoré par la protéine RPA1. Et cette zone simple brun donc, va recruter et activer la kinase ATR, donc, dont nous avons déjà parlé, ceci constituant une activation du checkpoint de réplication. Il peut y avoir également une complication qui vont être des cassures double brin qui vont à ce moment-là activer l'autre kinase ATM, qui vont ensuite activer les kinases d'aval, CHIK1 et CHIK2. Alors, quelle va être la conséquence de l'activation de ce point de contrôle? Eh bien, comme on l'a dit, la première chose, c'est de stabiliser la fourche. Quand il y a un problème, la première chose, c'est qu'il faut arrêter le processus pour arriver à identifier et réparer la lésion qui empêche la progression des polymérases. La seconde chose va être de bloquer les autres fourches, les autres origines de manière à pouvoir compenser. Et puis, il va y avoir l'activation des voies de réparation, en particulier l'arrêt du cycle cellulaire, l'activation de P53 qui va pouvoir permettre la transcription ensuite de gènes cibles impliqués dans la réparation, et puis également le recrutement de tous les complexes impliqués dans les réparations de l'ADN, en particulier les complexes contenant les protéines BRCA1, BRCA2, le complexe Fanconi et les polymérases translésionnelles dont nous allons parler. Donc vous voyez, finalement, une réponse biologique très complexe, qui va naître simplement de l'existence de ce grand brin d'ADN simple brin et qui va permettre une réplication de corriger les défauts. Alors, quelles sont les origines des stress de réplication? Eh bien, un certain nombre d'entre eux sont résumés ici. Il y a bien sûr des lésions des nucléotides comme les dimères de thymidine dont nous avons déjà parlé. Il y a l'absence de nucléotides ou la limitation en nucléotides dont nous allons parler tout à l'heure. Des zones pour lesquelles les origines de réplication sont très éloignées et donc pour lesquelles il va y avoir des cassures liées simplement à la distance entre les deux origines de réplication, ce qu'on appelle des sites fragiles. L'incorporation de nucléotides anormaux, et en particulier de ribonucléotides, ce qui peut se passer dans certaines circonstances, en particulier quand il y a une déplétion en thymidine, des structures secondaires, comme en particulier des G quadruplex ou d'autres types de structures, les longs fragments de DNA répétés qui vont être à l'origine du patinage de la polymérase dont nous avons parlé dans le cours précédent, et puis également ce qu'on appelle des air loops dans lesquels il va y avoir association non pas ADN-ADN, mais il va y avoir création d'hybrides ARN-ADN qui vont être des structures de déstabilisation de cette molécule d'ADN. Donc beaucoup de situations finalement qui peuvent être des situations soit naturelles, soit liées à une pathologie, soit liées à une thérapeutique, en particulier des traitements anticancéreux qui vont donner des aduits protéiques, et puis quelque chose qui n'est pas illustré ici également, qui peut être des conflits entre l'ADN polymérase et l'ARN polymérase, donc ces deux enzymes qui glissent sur la molécule d'ADN. Eh bien, la molécule d'ADN a beau être très longue, de temps en temps, en glissant dans un sens et dans l'autre, elles vont rentrer l'une dans l'autre, et cette collision entre l'ADN polymérase et l'ARN polymérase peut être à l'origine d'un certain nombre de problèmes, y compris l'arrêt de la réplication, voire l'arrêt de la fourche de réplication. Alors ce stress réplicatif, il est bien connu au moins dans deux situations. Il est bien connu dans toute une série de maladies dans lesquelles les nombreux gènes impliqués que je vous ai représentés au départ peuvent être mutés. Ce sont donc des situations qui ont été décrites chez l'homme, des maladies rares de la réparation.
qui vont conduire donc au développement de cancer. Et également, ces anomalies ont été reproduites chez l'animal et il y a toute une série de modèles animaux de défauts de réparation de l'ADN qui ont été constitués. Et dans les deux cas, on va avoir développement tumoral. Et ce que nous allons voir dans un instant, c'est que ce stress réplicatif, finalement, il va être à l'origine du développement des tumeurs, mais après le développement des tumeurs, ça va être également un marqueur du tissu tumoral, c'est-à-dire que de manière tout à fait générale, au moins dans les premières phases de la transformation cellulaire, la réplication au sein de la tumeur est problématique et ça se traduit donc par ce stress réplicatif. Alors, comment est-ce que la cellule va réagir à ce stress réplicatif? Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, il y a une très jolie revue qui vient d'être écrite en début d'année sur cette question et dont les images suivantes sont prises. Donc, vous avez toute cette série de circonstances normales ou spontanées ou induites par le traitement dans lesquelles on va avoir du stress réplicatif. Et il y a au moins 4 modes de réaction qui ont été bien étudiés à ce jour, avec des complexes protéiques qui sont également bien identifiés. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle la synthèse translésionnelle. Donc, on va le voir dans un instant. En fait, on force le barrage, c'est-à-dire qu'on recrute une protéine qui est capable de passer par-dessus l'obstacle au prix d'une beaucoup plus faible fidélité. Il y a quelque chose ensuite, une autre situation qu'on appelle le changement de matrice, qui est bien connu chez la bactérie ou chez la levure, moins bien connu chez l'homme. On pense que c'est une opération qui précède la recombinaison homologue. Une situation qui est très bien connue également, c'est ce qu'on appelle le retournement de la fourche, c'est-à-dire que face à l'obstacle, finalement, eh bien, l'ADN qui a déjà été synthétisé va se replier, il va se replier pour bloquer la situation, créer une structure stable, puisqu'elle est double brin, mais cette structure stable est ouverte de ce côté-ci, et donc elle est potentiellement ciblable par des enzymes de dégradation de l'ADN. Et la dernière situation, c'est baptisé en anglais repriming, c'est-à-dire essentiellement reprendre plus loin. Et donc, en fait, la polymérase va simplement, une autre polymérase va reprendre un peu plus loin et laisser transitoirement un trou qui sera réparé secondairement. Alors, on va voir un peu plus en détail ces 4 différents mécanismes. Donc, la synthèse translésionnelle, en fait, est initiée par cet anneau dont on a parlé tout à l'heure, PCNA, qui se comporte comme un anneau qui glisse sur l'ADN et qui fait une espèce de contrôle de qualité pour rechercher des obstacles. Et quand il est bloqué, eh bien, il va être ubiquitiné par une enzyme qui s'appelle RAT18. Et l'ubiquitination de PCNA va induire le recrutement de ces ADN polymérases translésionnelles. Ces ADN polymérases translésionnelles, en fait, sont des enzymes beaucoup moins fidèles. On estime qu'elles sont 1 milliard de fois moins fidèles que la DNA polymérase. La DNA polymérase habituelle est extrêmement fidèle. Il y a très peu d'erreurs qui sont liées à la réplication de l'ADN. Dans ce cas-là, en fait, l'objectif, c'est simplement de passer à travers la lésion, quitte à incorporer un certain nombre d'erreurs dans ce processus. Donc elles sont peu fidèles, mais par contre elles sont capables de glisser par-dessus les lésions. Et ce que l'on sait par des expériences récentes d'inactivation de ces polymérases translésionnelles chez la souris, c'est que si on inactive ces polymérases translésionnelles, eh bien on va avoir un développement de tumeur, ce qui veut dire donc que ce processus se passe de manière spontanée et que de manière spontanée, il évite probablement des complications plus graves qui pourraient être des cassures ou autres. Alors le template switching, il est également lié à des modifications post-traductionnelles sur PCNA, une autre forme en fait de polyubiquitination sur PCNA. Et à ce moment-là, donc, on va avoir le recrutement d'autres types d'enzymes qui vont préparer la recombinaison homologue.
Parlons maintenant des deux derniers points, le renversement de fourche et la réinitiation. Donc le retournement de la fourche est un moyen essentiellement de la stabiliser et d'éviter ce qu'on appelle l'effondrement de la fourche, parce que l'effondrement de la fourche de réplication va permettre des cassures double brin, dont vous savez qu'elles sont tout à fait redoutables. Et donc, ce retournement transitoire de la fourche donne en fait le temps de réparer les lésions d'aval et, par exemple, va donner le temps d'exciser et de réparer cet obstacle. Mais il faut éviter, pendant que la fourche est retournée, qu'elle ne soit dégradée. Et on sait qu'il y a des enzymes comme le complexe MRE11 ou l'exonucléase 1 qui sont capables en fait de digérer en partie ces fourches retournées. Et ceci, évidemment, va conduire à des modifications de l'information génétique. On connaît un petit peu les mécanismes de retournement de fourche. Donc, comment est-ce que cette fourche étant retournée, on va pouvoir la remettre dans le bon sens pour reprendre la synthèse? Ils sont étudiés, ils sont complexes et on sait qu'ils impliquent des protéines comme XRCC1 dont on a parlé dans le cours de la semaine dernière et qui est impliqué dans la réparation des cassures double brin. Et puis le dernier mode donc, de réparation, c'est la réinitiation, le repriming. Et donc c'est une autre polymérase en fait, qui va reprendre derrière la lésion en laissant donc à la fin une zone simple brin qui va être réparée par des mécanismes indépendants. Néanmoins, ces zones simples brun vont constituer un facteur de sensibilité majeur aux inhibiteurs de PARP, comme on le verra plus bas. Et une chose que l'on sait, mais qui n'est pas entièrement caractérisé encore, c'est que le choix entre ces différents mécanismes va dépendre du type de cellule et aussi de la phase cellulaire, la phase du cycle cellulaire. Les mécanismes de réparation en S ne sont pas les mêmes que les mécanismes de réparation en phase G1. Alors, comme vous l'avez compris, le succès clinique des inhibiteurs de PARP dont on a parlé dans le cours précédent, en particulier dans les formes héréditaires de cancer de l'ovaire, a déclenché une énorme activité de recherche d'inhibiteurs autour de la réparation de ces lésions à l'ADN. Et donc cette diapositive vous montre ces différents mécanismes dont on a parlé, différentes protéines qui sont impliquées dans ces mécanismes, et donc les médicaments qui ont été dérivés en fait de la compréhension de ces mécanismes. Alors ceux qui sont représentés en vert sont ceux pour lesquels il y a déjà des essais cliniques chez l'homme. Et donc, on en parlera, il y a des inhibiteurs des checkpoints majeurs dont on a parlé, ATR, CHIK1, ATM, CHIK2 et la DNA-PK, et également des inhibiteurs des cyclines qui contrôlent le cycle cellulaire. Donc ça, ce sont des médicaments qui sont déjà utilisés chez l'homme et pour lesquels on cherche à définir les meilleures indications, c'est-à-dire les meilleures maladies, et puis les meilleures combinaisons, parce que vous verrez qu'un certain nombre d'entre eux sont principalement actifs en combinaison. Mais il y en a d'autres donc pour lesquels on n'en est qu'aux phases précliniques, qui sont représentés en bleu, comme les inhibiteurs du BC13 ou de REV1. Donc des médicaments pour lesquels on a une preuve in vivo de l'activité thérapeutique. Et puis il y a d'autres cibles pour lesquelles, représentées en rouge, les inhibiteurs de polymérase translésionnelle, les inhibiteurs qui vont empêcher le retournement de la fourche de réplication, pour lesquels on a des indications qu'ils sont actifs sur des cultures cellulaires, mais on ne sait pas encore ce qui se passe sur de vraies tumeurs in vivo et encore moins chez des patients. Donc ça, c'est juste une petite liste. Les premiers, historiquement, on va le voir, étaient les inhibiteurs d'ATR, et donc il y a toute une série d'essais cliniques, seuls ou en combinaison, qui sont actuellement en cours avec les inhibiteurs d'ATR, et on en parlera dans le 4e et dernier cours. Beaucoup d'essais, donc, principalement en combinaison, dont un certain nombre avec des inhibiteurs de PARP. Alors, on a également recherché des biomarqueurs, c'est-à-dire des caractéristiques biologiques de la tumeur qui
pourrait orienter vers une sensibilité ou pas. Et donc, toute une série de marqueurs ont été dérivés pour essayer de comprendre à chacune de ces étapes comment est-ce qu'on pouvait caractériser l'activité, par exemple, des polymérases translésionnelles, l'activation d'ATM et de CHIK1, et donc l'accumulation de zones simples brun, l'activation d'ATR. Et donc il y a des efforts de recherche importants pour essayer finalement confronter à une tumeur spontanée chez un patient, de savoir quel type d'anomalie de réplication d'ADN, quelle est l'origine du stress réplicatif dans cette tumeur. Donc, pour conclure sur cette partie, comment est-ce qu'on va résoudre les arrêts de synthèse d'ADN et du stress réplicatif? En d'autres termes, comment est-ce qu'on va pouvoir réparer la fourche? Parce que si la fourche de réplication s'effondre, à ce moment-là, il faut pouvoir rapidement mettre en route une recombinaison homologue pour réparer les cassures double brin. Et des mitoses anormales qui vont être la conséquence de réplication incomplète ou défectueuse vont conduire à des ségrégations anormales du fuseau mitotique et conduire donc à la perte de la surveillance globale, cette surveillance globale étant en partie assurée par P53. Et comme je vous l'ai dit, les défauts de P53 vont conduire à une dérive ensuite extrêmement rapide de la surveillance globale du génome. Et puis, peut-être que nous terminerons avec ça ou qu'on en parlera dans le dernier cours. Il peut y avoir dans certains cas un relargage d'ADN dans le cytoplasme, et l'ADN dans le cytoplasme est un signal qui est qui est vécu par la cellule comme une manifestation de stress, parce que la présence d'ADN ou d'ARN anormaux dans le cytoplasme est en fait ressentie comme une réplication virale. Dans une cellule normale, il ne doit pas y avoir d'ADN dans le cytoplasme. Et donc, si la cellule détecte de l'ADN dans le cytoplasme, elle va penser que c'est une infection virale, elle va donc activer très rapidement la signalisation interféron, qui est une des grandes cytokines antivirales. Et on y reviendra. Alors, après ces considérations sur la réplication, le stress réplicatif, je voudrais maintenant vous présenter quelques données obtenues il y a une vingtaine d'années et qui ont été extrêmement importantes dans la compréhension en fait, des mécanismes naturels de cancérisation chez l'homme, avec la compréhension qu'en fait la synthèse d'ADN dans une cellule cancéreuse n'est pas une synthèse normale. En effet, dans une cellule normale, la prolifération est préparée et régulée. Et elle est préparée par ce qu'on appelle le point de contrôle G0, G1 ou G1 et ensuite G1S, dans lesquels on va mettre en route toute une série de régulations transcriptionnelles qui vont permettre la synthèse de toutes les briques qu'il va falloir mettre en assemblée pour dupliquer le patrimoine génétique et donc doubler la quantité d'ADN. Et en particulier, la synthèse de nucléotides et des enzymes de synthèse de l'ADN va être largement induite au moment de cette transition G1S pour que l'ADN puisse être répliqué de manière normale. Et donc, toute une série d'études, et je vais vous montrer quelques-uns des exemples trouvés dans ces études, montrent que dans des tumeurs humaines spontanées, donc là c'est vraiment très très important, on ne parle pas de lignée cellulaire, là on parle des vraies tumeurs chez des patients, eh bien il y a très systématiquement des signes de DNA damage response, au moins tout à fait au début. Et en fait cela traduit le fait que l'hyperprolifération anormale, donc l'hyperprolifération qui n'a pas été préparée, va s'accompagner de problèmes majeurs de réplication. Et ces problèmes majeurs de réplication, en fait, vont constituer un obstacle majeur à la poursuite de la cancérogénèse. En d'autres termes, ces problèmes de réplication vont mettre en route des processus de contrôle qui vont bloquer, à travers l'activation de la DNA damage response, la progression cellulaire, la progression de la tumeur, en partie, on va le voir, par l'induction de la sénescence. Et ceci donne un nouvel éclairage sur le rôle de ces maladies du DNA damage response, parce que ça veut dire que si
la manière de réagir au dommage à l'ADN est anormale, eh bien ces premiers signaux de stress induits par la prolifération anormale ne vont pas donner lieu à une réponse d'arrêt de cycle, et donc elles vont permettre l'avancée finalement du processus tumoral. Donc l'activation du DDR dès les tout premiers stades de la transformation cellulaire va traduire du stress de réplication, et comme on le verra, ces effets peuvent être bloqués par l'extinction ou par l'inhibition des kinases comme ATR ou ATM. Et en l'absence d'inhibition de ces kinases ATR ou ATM, on va avoir de la sénescence par activation de P53. Et donc, au moins au début de la maladie, il va y avoir cette différence fondamentale entre les cellules normales et les cellules cancéreuses. Et cette différence fondamentale entre la réplication de l'ADN dans des cellules normales et des cellules cancéreuses pourrait être l'un des aspects, l'une des bases biologiques de l'index thérapeutique qu'il peut y avoir avec des anticancéreux. Alors voilà les données publiées dans Nature il y a un peu moins de 20 ans, qui montrent qu'ils vont regarder l'expression d'un certain nombre des protéines du DNA Damage Response. Et je vous rappelle que ces protéines, elles sont présentes toujours de manière constitutive, mais par contre, lorsqu'elles sont activées, elles vont être phosphorylées. Et donc, ce que ces auteurs avaient pu mettre au point et utiliser, ce sont des anticorps qui vont reconnaître de manière très spécifique les formes phosphorylées et donc actives de la protéine, et ils ont donc comparé dans des tissus normaux, et là de mémoire il s'agit ici de tumeurs de vessie, des tumeurs qu'on appelle in situ, donc des tumeurs qui viennent de naître, qui sont toutes petites, et puis des tumeurs ensuite qui vont progresser en taille, qu'on appelle des tumeurs de stade 1 ou stade 2. Ils vont regarder la présence de la protéine, et donc par exemple ici avec CHIK2, vous voyez que la protéine, elle est présente dans tous les noyaux cellulaires, et donc chaque cellule va être marquée par l'anticorps. Mais si on regarde maintenant la forme activée de la protéine, la forme phosphorylée de la protéine, grâce à des anticorps phosphospécifiques, eh bien vous voyez que dans les tissus normaux, la protéine n'est pas activée, et qu'en revanche, dès le tout début de la transformation cellulaire, au stade de tumeur in situ, on va avoir une très forte activation de CHIK2. Alors, si on regarde la kinase d'Amon, ATM, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous voyez que la protéine ATM est présente partout. En revanche, si on regarde la forme active parce que phosphorylée, eh bien, vous voyez qu'il n'y a rien dans les tissus normaux, et qu'en revanche, on va avoir, dès les tout premiers stades de la transformation, présence de cette protéine phosphorylée. Et finalement, si on regarde P53, c'est la même chose. Vous voyez, pratiquement pas de P53 phosphorylé dans les tissus normaux, et par contre, une activation tout à fait claire dès les premiers stades de la transformation. Le marqueur universel de dommage à l'ADN, qu'on appelle gamma H2AX, qui est une histone phosphorylée, eh bien, vous voyez que là aussi, aucun dommage à l'ADN dans les tissus normaux. Pourquoi? Parce que la réplication de ce tissu normal, elle est bien préparée, elle se présente dans de bonnes conditions, où il y a à la fois des nucléotides et les protéines qui permettent la réparation. Et vous voyez que, encore une fois, dès ce stade de tumeur in situ, majeur dégâts dans l'ADN. Donc, au moment de la naissance de ces tumeurs, on va avoir des phénomènes de dégâts à l'ADN qui vont bien sûr ensuite perdurer et se retrouver à tous les stades de la transformation. Alors, une chose importante, c'est de regarder ce marqueur qui s'appelle Ki67, qui est un marqueur en fait de prolifération. Et ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, la prolifération, elle n'arrive que très tard. Et qu'au tout début, il n'y a pas plus de prolifération dans les tissus normaux que dans le cancer in situ. Et ceci est lié à la mise en route donc, de ce DNA Damage Response qui va bloquer le cycle cellulaire. Et le cycle cellulaire étant bloqué, on ne va pas avoir d'expression forte de Ki67. Pour ça, il faut attendre l'évolution de la tumeur. Donc, ce qui est suggéré par ces observations, et encore une fois, là, c'est des observations dans des tumeurs humaines naturelles, c'est que dès le début, on va avoir un peu de prolifération qui va être marqué par un stress réplicatif intense, ce stress réplicatif intense fournissant un rétrocontrôle négatif sur la croissance et permettant finalement que la tumeur ne pousse pas à ce stade. Alors,
dans ces travaux, donc, ils voient exactement la même chose dans des tumeurs du sein ou des tumeurs du côlon. Vous voyez, là, c'est particulièrement clair. Hein. On regarde, CHK2 est exprimé partout. Par contre, la forme activée de CHK2, elle, n'est exprimée que dans l'équivalent du cancer in situ, hein, qu'on voyait tout à l'heure. Et quand la tumeur devient invasive, on a toujours cette intense manifestation de stress réplicatif. Et si on regarde dans le tissu du côlon, dans les tumeurs coliques, c'est la même chose. Vous voyez, avec des villosités coliques normales, la protéine CHK2 est très bien exprimée, pas activée. Et dès le stade d'adénome, donc le stade précancéreux, on va avoir de toute évidence, vous voyez, une activation de ces mécanismes de réparation traduisant les lésions à l'ADN. Bon, donc ça, c'était dans des tumeurs humaines spontanées. Qu'en est-il dans des modèles? Et donc, les auteurs ont cherché à ce moment-là différents moyens en exprimant de manière artificielle dans des lignées cellulaires des protéines comme la cycline E, comme CDC25 ou encore E2F1, peu importe. Ce sont des protéines qui sont impliquées dans le déclenchement de la réplication de l'ADN. Et donc, en induisant donc de manière non programmée et un peu artificielle la réplication de ces cellules, ils ont voulu voir ce qui se passait. Eh bien, ce qui se passe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous regardez gamma H2AX, donc ce marqueur de cassure de l'ADN ou de marqueur de stress réplicatif, eh bien, vous voyez que dès que l'on induit l'expression de ces différentes protéines, on va avoir une accumulation très forte de ce marqueur. Et si vous regardez la forme phosphorylée de P53, donc qui traduit l'activation de ce stress réplicatif, là aussi, dès que vous induisez la mise en cycle, vous allez activer P53. Et donc, ce que ces auteurs ont regardé, c'est ce qui se passait au niveau de la distribution du cycle cellulaire. Et donc, sur ces représentations, vous avez dans des conditions normales, donc ça, ce sont des cellules qui poussent, hein, mais qui n'ont pas été stressées par l'induction de ces voies de réplication. Eh bien, vous voyez des cellules en G1, ici, ce grand pic, les cellules qui sont en phase S en synthèse d'ADN, et puis la phase G2 prémitotique qui est là. Et ce que vous voyez, c'est que dans ces expériences, dès quelques jours, vous allez avoir un blocage en G2. Ce blocage en G2 traduisant l'incapacité, en fait, à répliquer, à diviser des chromosomes, parce que ces chromosomes sont en fait anormaux. Et donc, cette anomalité est sentie, captée par la cellule qui va donc bloquer la mitose. Et si vous attendez plus longtemps, vous voyez que vous avez toujours ce blocage en phase G2M, hein, qui est tout à fait manifeste et spectaculaire par rapport aux conditions normales. Et puis vous voyez apparaître des cellules qui ont un patrimoine génétique qui a été doublé, donc ce qu'on appelle des cellules tétraploïdes, donc qui n'ont pas réussi à se diviser, donc pour lesquelles la quantité de matériel génétique a considérablement augmenté. Donc ça, c'était évidemment une indication extrêmement forte que cette mise en cycle anormale allait s'accompagner de stress réplicatif. Et puis, d'autres auteurs qui ont publié dans le même numéro de Nature maintenant ont été encore plus loin, et plutôt que de passer dans des lignées cellulaires, ils ont été directement chez l'animal, et ils ont appliqué des concentration très élevée de facteurs de croissance pour induire une croissance anormale dans un épithélium ici. Et ce que vous voyez, c'est qu'en réponse à cette application de facteurs de croissance, vous allez avoir, là aussi, du stress réplicatif qui va apparaître avec expression de la forme phosphorylée de CHIK2, activation de P53, et dans ce cas-là, in vivo, ils arrivent jusqu'à la mort cellulaire avec des cellules qui deviennent tunnels positifs. Alors, comment est-ce qu'on peut objectiver ces anomalies de réplication? Eh bien, ceci vous est représenté ici de manière tout à fait frappante dans des cellules des fibroblastes humains primaires dans lesquelles on a exprimé un oncogène activé. Ici, il s'agit de l'oncogène RAS, hein, une forme extrêmement agressive de l'oncogène qui est muté dans la plupart des tumeurs du tube digestif ou du poumon.
Et ce que vous voyez, c'est que dans ces cellules normales, il va y avoir toujours les deux par hybridation in situ. On va pouvoir voir les deux locus, hein, par exemple la lamine, la bêta-globine. Ici, un locus centromérique en vert. Vous voyez, donc, il y a toujours, on travaille toujours par paire. Et en réponse à l'activation de RAS, vous voyez que maintenant, on va avoir beaucoup plus, on va avoir 4 locus x2. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans ce cas-là, une surréplication. C'est la situation que je vous montrais au départ. C'est-à-dire que plutôt que d'être dupliqué une fois en préparation de la mitose, chaque locus a été répliqué 2 fois. Et donc, on a 4 tâches sur ces hybridations in situ, alors que des locus centromériques, eux, n'ont pas été répliqués. Et ceci donc traduit finalement la situation dont on avait parlé au début, pour laquelle la réplication étant mal régulée, on va avoir une surréplication et générer donc des anomalies chromosomiques à la fin. Et ce sont ces anomalies qui sont bien sûr responsables du blocage du cycle en phase G2M. Et donc, ceci a conduit les auteurs à proposer ce modèle, hein, dans lequel l'activation d'oncogènes dans une cellule, encore une fois normale, hein, au départ, va induire une réplication non programmée. Cette réplication non programmée, qui n'est pas préparée, va conduire à des dommages à l'ADN ou à la création de structures de réplication anormales, comme la double réplication d'un locus, activer les deux kinases ATR-CHIK1 ou ATM-CHIK2, induire des dommages à l'ADN avec gamma H2AX, comme on l'a vu, et ceci va activer ensuite P53. Et donc ce mécanisme, en fait, constitue une première ligne de défense contre la transformation, puisque vous comprenez que c'est un système qui est autobloquant finalement. On va avoir une activation d'oncogène qui normalement devrait lancer la croissance, et le résultat de cette activation oncogénique, en fait, paradoxalement, c'est d'activer P53 et d'arrêter le cycle. C'est donc un mécanisme de protection extrêmement important, extrêmement puissant, qui va expliquer le faible nombre de transformations sur la vie d'un individu. Alors, ce que vous comprenez aussi facilement, c'est qu'au fond, si on est dans une situation dans laquelle n'importe lequel de ces effecteurs est anormal, si vous avez des mutations d'ATM, si vous avez des mutations de P53, évidemment, cette première ligne de défense va être perdue, et donc on va passer à ce moment-là directement de l'activation oncogénique à la progression tumorale, et c'est probablement comme ça que ces maladies du stress réplicatif vont prédisposer au cancer, parce qu'elles ne vont pas permettre le blocage de la prolifération. Alors, que se passe-t-il exactement en aval de cette prolifération anormale? Eh bien, ceci a été abordé expérimentalement dans des lignées de fibroblastes humains primaires qu'on appelle les MRC5, et dans lesquelles on va transduire des oncogènes puissants par des transferts de viraux, par exemple l'oncogène MOS, et vous voyez que quand vous activez l'oncogène MOS, vous allez activer les cascades de kinases cytoplasmiques, les ERK, vous allez activer le cycle, vous allez activer massivement aussi les réponses à l'ADN avec gamma H2AX, vous allez activer phospho-CHIK2, vous allez activer P53, et à la fin, vous allez activer la protéine P21 qui va être responsable de l'arrêt du cycle. Et donc toute cette cascade de signalisation, en fait, va converger sur ce qu'on appelle la sénescence, c'est-à-dire qu'en réponse à l'expression oncogénique, eh bien, vous allez voir apparaître ces très grandes cellules, très étalées, et qui peuvent être marquées par une coloration spécifique qu'on appelle la bêta-galactosidase, qui est la signature, en fait, une signature fonctionnelle de la sénescence. Et une cellule sénescente, c'est une cellule qui ne pousse plus. Et donc, elles vont s'arrêter de pousser. Et de manière tout à fait remarquable, cette fois-ci, si vous inactivez par des artifices de génie génétique, si vous inactivez la protéine de signalisation ATM, eh bien, vous voyez que vous bloquez complètement la sénescence, elles ne sont plus bleues, et elles se mettent à repousser. Donc, par l'inactivation d'une de ces protéines de signalisation, vous allez permettre la reprise de la prolifération. Cette reprise de la prolifération étant la conséquence
de l'absence de sénescence. Alors, ça c'est très joli, c'est ce qui se passe dans les premières heures. Et donc la question était de savoir, ou les premiers jours, la question était de savoir si c'était un mécanisme de contrôle qui était intéressant à long terme. Et donc dans le même numéro de Nature, une étude vraiment très très élégante qui a beaucoup servi ensuite, a consisté, toujours dans des fibroblastes humains primaires, de transduire par des virus rien, c'est le virus contrôle, ou de transduire la forme activée de RAS. Et l'examen de cette courbe de croissance est intéressante parce que vous voyez que dans les premiers jours, RAS va indiquer la croissance. Donc on va avoir une première phase où en fait l'expression oncogénique va permettre la croissance cellulaire, mais cette croissance ensuite va s'arrêter. Elle va s'arrêter définitivement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sénescence. C'est une réflexion de ce qu'on appelle la sénescence induite par l'oncogène, donc un processus majeur de protection contre l'activation oncogénique. Mais ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ensuite, ils ont essayé de faire la même expérience, mais soit en inactivant ATM, soit en inactivant la kinase d'aval CHIK2, donc un peu la même expérience que la diapositive précédente, sauf que là, ils ont regardé ce qui se passait à très long terme, vous voyez, sur des périodes prolongées. Notez que c'est une échelle logarithmique, donc en fait, ça traduit une croissance considérable. Et ce que vous voyez, c'est qu'au départ, avec ou sans CHIK2, les contrôles poussent à la même vitesse. Si vous n'exprimez que le RAS activé, le DDR étant normal, eh bien, vous allez avoir la sénescence oncogénique, donc la cellule s'arrête de pousser dans les deux cas de figure. Mais par contre, si vous inactivez soit ATM, soit CHIK2, à ce moment-là, les cellules transduites par RAS vont se mettre à pousser, et elles vont pousser beaucoup mieux que les cellules normales. Ceci donc traduit bien le rôle de protection de cette sénescence oncogénique et montre qu'au fond, si l'on inactive la DDR, eh bien, ces cellules sont capables de pousser assez longtemps, et elles sont même capables de pousser beaucoup mieux. Donc c'est vraiment l'activation de ces stress réplicatifs qui va être responsable tout de suite, dès quelques jours, vous voyez, des 8 jours, va être responsable de ces changements qui vont induire la sénescence. Alors, ces auteurs ont même fait la même chose in vivo. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est essentiellement la même expérience. Donc, ils ont étudié une lignée qui exprime du RAS activé, mais qui pousse un petit peu quand même. Et elle ne pousse qu'un petit peu parce qu'elle fait en fait du DNA damage. Elle va activer de nouveau les kinases de signalisation. CHIK2, elles vont activer P53, elles sont assez largement sénescentes, vous voyez qu'il y a un marquage bleu dans ces cellules in vivo, et puis il va y avoir d'autres marques de sénescence comme l'activation de la formation d'hétérochromatine pour bloquer les gènes impliqués dans la réplication, et vous voyez que quand on inactive ATM dans cette lignée, eh bien, essentiellement tout disparaît. Il n'y a plus d'activation de P53, il n'y a plus de foyer d'HP1, il n'y a plus d'activation de P53 et la lignée se met à pousser vigoureusement ex vivo ou in vivo. Il va y avoir perte de marque de sénescence et transformation de cette lignée qui n'était pas invasive en une lignée invasive. Donc ceci traduit le fait que même dans des systèmes stables qui continuent à pousser, la protection par le DNA damage response est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ces travaux, évidemment, ont été extrêmement importants pour commencer à aborder au moins certaines formes de tumeurs chez l'homme, en proposant donc que des lésions précancéreuses vont induire du stress de réplication, parce que finalement, ces cellules ne sont pas préparées à se répliquer. Il va donc y avoir ensuite des dommages à l'ADN, et en particulier des cassures double brin, qui vont induire du DNA damage response, qui vont induire de l'apoptose ou de la sénescence, qui vont être donc des barrières, des obstacles à la transformation cellulaire. Alors ceci a été complété par d'autres types d'expériences qui ont montré par exemple une parfaite concordance des marques de sénescence dans un certain nombre de situations précancéreuses, comme des adénomes ou des tumeurs in situ,
mais que quand on passe à l'état cancéreux clair, eh bien, il va y avoir une discordance entre ces marques de sénescence, il va y avoir une perte de l'homogénéité des cellules pour ça. Et de manière importante, ces travaux ne concernent que l'initiation de la transformation, c'est-à-dire que cette implication très homogène du stress réplicatif dans l'arrêt immédiat de prolifération, il n'est vrai bien sûr qu'au début, et après, quand la tumeur va évoluer, eh bien, on va avoir bien sûr un contournement de ce système, et on va même voir que l'inactivation d'ATR qui allait permettre la croissance au premier stade, elle va au contraire, dans une tumeur évoluée, conduire à un arrêt de croissance. Et donc, toujours dans cette perspective d'essayer de comprendre l'index thérapeutique entre la chimiothérapie qui va différencier les cellules normales des cellules anormales, évidemment, ce stress réplicatif pourrait être une des différences fondamentales entre les tissus sains et les tissus transformés, expliquant donc la meilleure sensibilité des cellules transformées à certains agents de chimiothérapie. Alors, deuxième découverte qui a été faite quelques années après, absolument fondamentale aussi, c'est de comprendre qu'une des raisons de ce stress réplicatif, c'était en fait simplement la carence en nucléotides. Et donc ceci est très bien résumé par ces deux schémas de cette publication qui a eu un énorme impact, en disant que quand on a finalement une induction de la croissance par un facteur de croissance, par exemple, ce facteur de croissance va se fixer à son récepteur, il va induire toute une signalisation d'aval, et cette signalisation d'aval va préparer la réplication de l'ADN. Elle va donc permettre une croissance harmonieuse parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y aura des nucléotides, il y aura des enzymes, il y aura des polymérases, et ceci va donc permettre à la réplication de se faire sans dommage. A l'inverse, si finalement on court-circuite ce programme, s'il n'y a pas de facteur de croissance, si toutes ces voies de préparation à la biosynthèse ne sont pas présentes et qu'on induit un stimulus oncogénique extrêmement puissant, comme par exemple les inducteurs directs du cycle cellulaire dont on a parlé tout à l'heure, on va induire ce programme de réplication dans une cellule qui n'est pas préparée, et n'étant pas préparée, en fait, elle va répliquer son ADN de manière anormale, aberrante, ce qui va induire donc ce stress. Donc le modèle qui a été utilisé dans cette publication, ce sont des fibroblastes humains primaires et un oncogène bien connu qui est un oncogène viral, l'oncogène E6 du virus, du papillomavirus, qui est une protéine qui va conduire à une mise en cycle massive et immédiate. Et dans ce modèle-là, en fait, de manière un peu inattendue, le stress réplicatif va conduire à des phénotypes partiels de transformation, et en particulier, ces cellules qui normalement ne poussent jamais dans du milieu semi-solide vont devenir capables de pousser dans du milieu semi-solide, ce qu'on appelle de l'agar-molle. En fait, c'est de la gélatine. Normalement, une cellule normale ne pousse pas dans la gélatine, et ces cellules stressées deviennent capables de pousser dans la gélatine. Alors, quelques évidences expérimentales. Ces études ont fait appel à des techniques qu'on appelle du marquage et du peignage de l'ADN. Donc, c'est une technique extrêmement élégante dans lesquelles, dans la cellule, on va donner à la cellule des nucléotides fluorescents. Et donc, ces nucléotides fluorescents vont être incorporés dans la molécule d'ADN et on va pouvoir leur donner de manière séquentielle un nucléotide vert et ensuite un nucléotide rouge. Et grâce à ça, on va être capable de mesurer la vitesse de synthèse de l'ADN directement dans la cellule. Donc vous avez ici une origine de réplication. Donc pendant la phase verte, vous voyez, on va avoir une extension de chaque côté. Et puis après, on passe à la phase rouge et donc on continue à synthétiser de l'ADN. Et donc ensuite, en peignant ces molécules d'ADN, en mesurant la longueur de ces fragments, on va pouvoir avoir accès de manière relativement précise et élégante à la synthèse d'ADN dans ces cellules. Et on va pouvoir faire des graphes montrant par exemple la vitesse de synthèse en kilobases par minute. Et on va pouvoir définir une courbe gaussienne
de répartition de ces vitesses de synthèse en fonction des conditions expérimentales. Et donc, là, les auteurs ont comparé des cellules primaires normales et des cellules pour lesquelles on allait induire la synthèse d'ADN de manière anormale grâce à l'expression de ces deux oncogènes rétroviraux E6, E7. Et ce que vous voyez, à l'évidence, eh bien, c'est qu'on va ralentir en fait la synthèse d'ADN en présence d'oncogènes, ce qui était complètement paradoxal, puisqu'on pensait qu'en exprimant un oncogène, on allait augmenter la synthèse de l'ADN. En fait, c'est tout le contraire. Et c'est tout le contraire parce qu'en fait, on va recruter d'autres origines de réplication. Et donc, si on mesure cette fois-ci la distance entre deux origines de réplication, on va voir qu'en conditions oncogéniques, si j'ose dire, la distance moyenne entre les origines de réplication a beaucoup diminué. Ceci, en fait, traduit le défaut, la carence en nucléotides. Comme il n'y a pas assez de nucléotides, la synthèse de l'ADN ne se fait pas suffisamment vite, et comme la synthèse ne se fait pas suffisamment vite, la cellule va recruter de nouvelles origines de réplication pour essayer de compenser ce défaut. Et donc, les auteurs avaient bien sûr une petite idée en tête, et l'expérience simple, mais souvent les expériences simples sont les plus élégantes et les plus démonstratives, c'était de recommencer cette expérience en rajoutant cette fois-ci des nucléotides dans le milieu. Donc la cellule n'a pas besoin de fabriquer ses propres nucléotides puisqu'elle va les pomper dans le milieu. Et quand on rajoute ces nucléotides dans le milieu, ce qui vous est représenté ici par AUCG, eh bien essentiellement on va corriger tous les défauts. Vous voyez, on voit réapparaître à ce moment-là des vitesses élevées de synthèse d'ADN qu'on ne voyait jamais en l'absence de la complémentation de nucléotides. Et si l'on regarde maintenant la distance entre les origines de réplication, eh bien, la distance entre les origines de réplication dont vous vous souvenez qu'elle était fortement diminuée en présence de l'activation oncogénique, si maintenant vous rajoutez des nucléotides, elle redevient essentiellement normale. Preuve donc que cette anomalie de la réplication était bien liée à des carences en nucléotides. Et ceci peut être également démontré en regardant les foyers de réparation. La protéine gamma H2AX dont on a parlé tout à l'heure, qui traduit donc cette phosphorylation des histones en réponse au stress oxydant, va s'arranger en foyer qu'on peut compter dans la cellule. Et vous voyez que dans des conditions de stress, avec l'expression de ces oncogènes, on va avoir la moitié des cellules qui présentent de nombreux foyers de réplication. Et si on corrige, si on rajoute toujours cet oncogène, ici la cycline E, avec une complémentation en nucléotides, vous voyez que la situation redevient complètement normale. Donc, ceci établissait qu'au moins pour ce type d'oncogène, la carence en nucléotides était quelque chose d'extrêmement important pour induire le stress réplicatif. Et si on mesure maintenant les nombres des colonies, donc qui vont traduire la capacité de ces cellules à pousser dans de la gélatine, ce que normalement elles ne font pratiquement jamais, en réponse à l'activation oncogénique, elles vont devenir capables de le faire, et si on rajoute des nucléotides, elles vont perdre cette capacité. Donc c'est tout à fait paradoxal, vous voyez, puisqu'en rajoutant finalement un oncogène et des nucléotides, elles vont perdre en quelque sorte un caractère transformé. Alors, de quoi pourrait venir tout ça? Eh bien, les auteurs ont eu une très bonne idée, qui était qu'au fond, en aval de la signalisation par des facteurs de croissance, il y a une protéine essentielle qui s'appelle MYC. Cette protéine MYC est un facteur de transcription qui va activer un très très grand nombre de gènes impliqués dans le métabolisme. En fait, MYC, c'est l'un des accélérateurs universels de la croissance. Et cet effet d'accélérateur universel de la croissance passe en grande partie par le contrôle transcriptionnel de tous les gènes du métabolisme pour faire fabriquer plus de protéines, plus de nucléotides, plus d'acides gras, plus de membranes. Et donc, ils ont cherché à savoir, au fond, si cette compensation par les nucléotides, on pouvait la mimer par la surexpression de MYC. Et la réponse, c'est oui. Si vous mesurez maintenant dans la cellule
la concentration des nucléotides. Vous voyez que si on exprime les oncogènes 6 E 7, la concentration de nucléotides va s'effondrer, ce sont les barres noires. Et si maintenant vous rajoutez à cet oncogène un deuxième oncogène, MYC, eh bien on va récupérer les niveaux corrects de nucléotides parce que par son activité transcriptionnelle, MYC a permis la fabrication d'enzymes qui vont se mettre à fabriquer de manière extrêmement abondante ces nucléotides qui sont les briques essentielles de la synthèse de l'ADN. Et donc, en fait, paradoxalement, en rajoutant MYC, vous n'allez plus avoir de foyer de réparation et vous allez récupérer une vitesse de synthèse des polymérases sur l'ADN qui va se traduire par un décalage de la courbe, vous voyez, qui va revenir vers une courbe normale, parce qu'en exprimant MYC en plus de ces oncogènes du cycle, eh bien, vous allez corriger tous les défauts parce que maintenant, il va y avoir suffisamment de nucléotides. Donc, ces expériences qui ont là aussi eu un énorme impact et un énorme succès montrent que le niveau de nucléotides dans des cellules normales est un frein majeur pour la transformation des cellules primaires vers des cellules cancéreuses, que cette carence en nucléotides explique l'activation de la DDR, au moins pour les tumeurs pour lesquelles le premier événement passe par l'activation du cycle, parce que tous les oncogènes ne vont pas nécessairement avoir comme premier effet d'activer le cycle cellulaire. Et de manière intéressante, l'activation de MYC est souvent, mais pas toujours, tardive dans la transformation. L'idée, c'est que l'activation de MYC qui va survenir assez fréquemment au milieu du processus de transformation va permettre de lever ces blocages métaboliques qui peuvent être sur les nucléotides, mais aussi sur toutes sortes d'autres choses, hein, sur les molécules de construction des membranes, des acides gras, des protéines. MYC va lancer des synthèses tout azimut, et donc ceci permettait de penser que ça permet de résoudre beaucoup des problèmes de synthèse dans ces cellules. Donc, comme je le disais, les expériences ci-dessus ne s'intéressent qu'aux toutes premières phases de la transformation cellulaire, mais ceci explique très probablement l'activation du DNA damage response dans les cancers in situ, mais ce n'est probablement pas la cause de l'activation de la DDR dans des cancers bien établis. Et de manière importante, pour ceux qui ont assisté à mon cours de l'an dernier, vous vous souviendrez peut-être que plusieurs types de chimiothérapie vont avoir comme effet net de diminuer la concentration de nucléotides normaux disponibles. C'est le cas par exemple avec la gemcitabine, l'hydroxyurée ou les antifolates qui vont interférer en amont avec la synthèse de nucléotides et donc ils vont aggraver finalement cette déplétion de nucléotides préexistante à l'état cancéreux. Et donc ces médicaments vont éventuellement, bien sûr, permettre la réduction de la croissance cellulaire, mais ils vont également pouvoir activer le DNA damage response en induisant cette carence artificielle de nucléotides qui va pouvoir, dans certains cas, induire la mort. Alors, de manière intéressante, et si on arrive à la fin des diapositives que j'avais préparées pour aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout certain, le contrôle de nucléotides de l'abondance des nucléotides est aussi une stratégie antivirale. Et on connaît un certain nombre de molécules antivirales qui agissent en induisant une carence en nucléotides. Et dans une cellule, au fond, qui ne se divise pas, dans une cellule de l'organisme qui n'a pas besoin de se diviser, c'est une très bonne stratégie de diminuer la concentration de nucléotides parce que ça va empêcher pour le coup la réplication du virus. Le virus, lui, il a besoin de nucléotides, il en a besoin de beaucoup. Et donc on connaît un certain nombre de gènes qui sont des gènes antiviraux bien connus dont le mode d'action passe par l'induction d'une déplétion en nucléotides. C'est le cas par exemple de SAMHD1 dont on avait parlé dans le cours de l'an dernier. Alors, bien sûr, vous comprenez que ces découvertes qui, pour la plupart, ont eu lieu dans ces 10 dernières années, ont suscité un énorme engouement au niveau en particulier de l'industrie, parce que toutes ces enzymes qui sont impliquées dans la réparation de l'ADN sont de formidables cibles pharmacologiques.
Et par ailleurs, avec le succès des inhibiteurs de PARP dont on a parlé dans le cours précédent, la preuve de concept que ceux-ci pouvaient avoir un impact thérapeutique profond était effective. Et donc, ça, ce sont quelques revues qui sont sorties dans les 3 dernières années dans les plus grands journaux scientifiques, soulignant l'intérêt qu'il peut y avoir à modifier la fonction de ces enzymes et donc à aggraver ce stress de réplication comme une stratégie générale anticancéreuse. Alors comment est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, si on prend l'exemple d'ATR dont on a déjà parlé, hein, vous avez un stress de réplication, vous faites apparaître un fragment simple brun. Ce fragment simple brun va se couvrir de la protéine RPA qui va recruter indirectement ATR, activer ATR. ATR va activer CHIK1 et CHIK1 va tout de suite bloquer. Première chose, il va bloquer le cycle par toute une série de relais qui vont geler, donc faire que la synthèse d'ADN s'arrête. Et puis il va y avoir d'autres effets pour moduler l'abondance des désoxynucléotides, recruter d'autres origines de réplication, essayer de geler la fourche pour pas que la fourche se casse, et puis recruter toutes les enzymes de réparation de l'ADN pour pouvoir permettre la réparation. Donc, de manière intéressante, l'inhibition de cette cascade de kinase, et on va voir une illustration tout à l'heure, a un effet thérapeutique au moins transitoire dans des cancers bien établis. Ce qui est tout à fait intéressant parce que vous avez vu tout à l'heure que quand on active la première activation oncogénique, finalement, l'inhibition d'ATR participe à la survie et à la croissance. Donc, quand on est tout à fait au début de l'histoire de la maladie, ATR protège. Mais par contre, quand on est dans une tumeur bien établie, on va voir que l'inhibition d'ATR, en fait, il crée énormément de dommages à l'ADN. Et cette création de tous les dommages à l'ADN synchrone va au contraire avoir un effet thérapeutique. Et puis, cette voie contrôlée par l'activation d'ATR, va pouvoir coopérer avec la plupart des traitements anticancéreux en favorisant leur activité. Et donc, il y a eu, ce sont des travaux qui ont commencé il y a une quinzaine d'années, énormément d'engouement autour du ciblage d'ATR, parce que, comme je le disais à l'instant, l'extinction d'ATR au début va permettre de circonvenir la sénescence induite par l'expression d'oncogènes et va donc être pro-prolifératif. Mais à l'inverse, l'inhibition brutale d'ATR dans une tumeur bien établie va induire un ouragan de dommages à l'ADN, et cet ouragan de dommages à l'ADN va induire de la mort cellulaire, assez probablement en fait en libérant la prolifération jusqu'à la catastrophe mitotique, c'est-à-dire essayer que la cellule cancéreuse parte en mitose avec un génome extrêmement altéré. Ce qui veut dire qu'au-delà de la sénescence immédiate induite par les oncogènes de manière DDR dépendante qui est protectrice, en fait, secondairement, le DNA damage response, au contraire, va contribuer à la survie des cellules cancéreuses et peut donc être ciblé. Alors, de manière qui n'est pas totalement comprise, les mutations congénitales d'ATR vont donner un syndrome neurologique, mais ne vont pas donner de cancer. Donc l'accumulation en fait soit des cassures double brin, soit de fragments soit des fragments simple brin ou de cassures simple brin vont donner des toxicités spécifiquement dans les neurones. Et ça, c'est une chose assez intéressante qui n'est pas complètement comprise, mais toutes les maladies qui vont donner de l'accumulation de séquences simple brin donnent des syndromes neurologiques. Peut-être en fait parce que les neurones ne se répliquant pas, n'ont pas de capacité à mettre en route un programme de réparation pendant la mitose. Et donc une cellule qui va aller vers la mitose va pouvoir avoir d'autres méthodes de réparation qui ne seront pas présentes dans les neurones. Et donc il existe des allèles hypomorphes d'ATR ou de CHIK2, et en fait ces allèles hypomorphes vont conduire à une protection contre la carcinogénèse. Alors ceci a été montré dans des expériences publiées dans Nature en 2011, où les auteurs en fait ont croisé
des souris avec cet allèle hypomorphe d'ATR. Donc un allèle hypomorphe, ça veut dire une protéine qui ne marche pas bien. Elle n'est pas complètement morte, mais elle ne marche pas bien. Donc l'activité est diminuée. Et puis ils les ont croisés avec un modèle classique d'oncogénèse, qui sont des souris dans lesquelles le gène MYC, dont on parlait tout à l'heure, est placé sous la dépendance d'un promoteur fort. Et donc on va avoir une expression forte dans les lymphocytes de la protéine MYC qui va donner des espèces de leucémie. Et donc ils constatent plusieurs choses. La première chose, c'est que les souris doublement positives pour ATR et MYC, finalement, elles sont contre-sélectionnées. Elles sont fortement contre-sélectionnées, alors que dans les souris normales, vous voyez, l'expression de MYC ne conduit pas à une diminution du nombre des embryons positifs. En revanche, au niveau des naissances, avec ces doubles transgéniques, on va avoir une contre-sélection, ce qui veut dire qu'en fait, il va y avoir des cellules qui meurent parce qu'elles ne supportent pas d'avoir à la fois MYC et de ne pas avoir ATR. L'idée étant donc que ATR va protéger ces cellules contre la mort induite par l'expression de MYC. Il n'y a pas d'énormes différences au niveau de la survie. C'est compliqué en fait parce que dans ces génotypes, certains vont mourir de cancer, d'autres vont mourir de l'haploinsuffisance, enfin de l'allèle hypomorphe d'ATR. Mais quand on regarde maintenant le développement des tumeurs, vous voyez que là c'est absolument drastique. Chez les souris normales, on va avoir développement de lymphomes et de tumeurs du fait de l'expression de MYC. Et par contre, si on a un allèle hypomorphe d'ATR, eh bien, il ne va pas y avoir de croissance de ces cellules. Et ces cellules, en fait, ne croissent pas parce que dès qu'on exprime la protéine MYC, on va induire des dommages à l'ADN. Et ces dommages à l'ADN, qui sont normalement contrôlés par l'activation d'ATR, mais si l'ATR est hypomorphe, eh bien, on va avoir beaucoup plus de dommages à l'ADN. Et ça va se traduire par l'existence de cellules apoptotiques. Donc elles vont mourir, au fond, de l'absence d'ATR. Donc, en résumé, un oncogène fort a besoin d'ATR pour pouvoir, in vivo, cette fois-ci, on n'est pas dans des lignées cellulaires, il va avoir besoin d'ATR pour pouvoir survivre. Et si la fonction d'ATR est défective, il va conduire à la mort de la cellule. Alors à peu près au même moment, des chimistes ont réussi à synthétiser les premiers inhibiteurs d'ATR. Et ces inhibiteurs d'ATR donc, vont bloquer en fait, la cascade, qui sont des inhibiteurs chimiques. Ces inhibiteurs chimiques d'ATR vont bloquer la cascade d'activation du DNA damage response, qu'on peut juger ici avec en particulier la phosphorylation de CHK1 ou avec l'activation de la phosphorylation de gamma H2AX, vous pouvez voir ici. Et de manière intéressante et en fait attendue, il y a une synergie extrêmement forte entre des agents qui induisent du dommage à l'ADN, comme le cisplatine dont on a parlé dans le premier cours, et l'inhibition d'ATR. Et donc si on induit du DNA damage et qu'en plus on va inhiber la fonction d'ATR, eh bien on va avoir de la mort immédiate qui va être induite. Et donc ceci a pu être vérifié in vivo, puisque in vivo, dans des modèles de lymphome, l'inhibition d'ATR ou de CHIK1 va induire massivement des cassures à l'ADN qui sont jugées ici donc par gamma H2AX ou l'activation de la caspase 3 qui est un signe de la mort. Et donc en aigu cette fois-ci sur des tumeurs bien implantées. On ne parle pas du début de l'initiation de la transformation, mais sur des tumeurs bien implantées in vivo, l'inhibition de ces deux voies biochimiques de protection va conduire à une mort massive. Et l'interprétation de ceci, c'est qu'en fait, il y a un contrôle du cycle cellulaire qui est exercé en permanence, un freinage du cycle cellulaire qui est exercé en permanence par l'activation d'ATR. Et si on relâche ce contrôle, eh bien on va avoir une prolifération très rapide anarchique. Et cette prolifération anarchique va conduire à une catastrophe mitotique en essayant de faire diviser des chromosomes qui sont très mal répliqués, qui sont mal fichus. Et donc ceci va conduire à ce qu'on appelle la catastrophe mitotique qui s'accompagne bien sûr de la mort. Donc il y a une efficacité chez la souris à court terme qui est absolument manifeste.
Dans le cours 4, on verra qu'en fait, en monothérapie, ces inhibiteurs n'ont pas donné de résultats absolument spectaculaires. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, et il y a beaucoup d'essais cliniques dans ce sens qui ont eu lieu en ce moment, c'est qu'en fait, cette inhibition d'ATR pourrait coopérer avec toutes sortes d'autres molécules déjà bien connues, parce qu'elles vont avoir les mêmes cibles. Donc des synergies qui sont fondées sur un mécanisme rationnel. Et par exemple, la quantité de nucléotides, eh bien, la quantité de nucléotides disponible va être bloquée par l'inhibition d'ATR par l'intermédiaire du contrôle de la ribonucléotide réductase. D'autres agents, comme la gemcitabine ou le 5-FU, vont avoir les mêmes effets. Et donc, les deux actions qui vont concourir à diminuer la quantité disponible de nucléotides devraient être synergiques. On peut avoir exactement le même raisonnement au niveau de la prise en charge des fourches de réplication, hein, qui va être activée par des agents comme les inhibiteurs de topoisomérase, comme le platine, les inhibiteurs de PARP. Et donc, il y a une synergie possible très forte entre ces deux types d'agents anticancéreux, et on verra dans le dernier cours comment ça se matérialise. Alors peut-être pour finir, des données pour dire que ce stress réplicatif a permis finalement de donner un nouvel éclairage peut-être sur l'inhibition des PARP. Alors vous vous souvenez du cours précédent que face à une cassure double brin, il y a plusieurs types de prise en charge. Des prises en charge par non-homologous enjoining, dans lesquelles simplement on raboute les deux morceaux d'ADN cassés et on les colle l'un à l'autre sans chercher à préserver l'information génétique qui était présente au départ, qui se décline sur plusieurs modes différents. Et puis la recombinaison homologue qui a lieu en phase S ou en phase G2, dans laquelle la cellule va aller chercher l'autre chromosome porteur de la même information génétique pour aller réparer de manière précise, exacte, sans perte de l'activité de l'information, l'information génétique. Et donc vous vous souvenez que ces mécanismes de réparation nécessitent l'inhibition de PARP, alors que la recombinaison homologue ne nécessite pas l'inhibition de PARP, et ça a été au fond le socle intellectuel sur lequel ces inhibiteurs de PARP ont été construits, en se disant que pour des cellules pour lesquelles la recombinaison homologue était défectueuse, et donc au départ on pensait bien sûr aux tumeurs du sein ou de l'ovaire qui surviennent chez des femmes qui présentent des mutations de BRCA1 ou BRCA2, à ce moment-là on devrait bloquer toute forme de réparation par l'inhibition des PARP. Et d'ailleurs, ce raisonnement a bien fonctionné, puisque ce sont des médicaments tout à fait efficaces dans ce type de pathologie. Néanmoins, des données récentes suggèrent que les inhibiteurs de PARP, peut-être que ça marche aussi quand même quand la recombinaison homologue est normale. Et donc, il a fallu réfléchir un peu plus, puisqu'il y a des données cliniques et des données biologiques qui disent qu'il peut y avoir des effets tout à fait clairs des inhibiteurs de PARP, en dehors du contexte de défaut de la recombinaison homologue. Et en fait, en y réfléchissant un petit peu, je vous ai expliqué dans le premier cours que les PARP participent à de multiples voies de réparation grâce à leur capacité de reconnaissance des cassures double brin, et que cette reconnaissance immédiate des cassures double brin va permettre, par l'intermédiaire de la poly-ADP-ribosylation, d'ouvrir la chromatine et de rendre accessible la lésion pour que les enzymes de réparation d'abord aient la place de venir et qu'ensuite elles soient attirées par ces modifications de manière à pouvoir venir réparer la lésion. Donc au fond, il est assez intuitif de penser que les inhibiteurs de PARP vont pouvoir jouer sur beaucoup plus d'autres systèmes que la simple recombinaison homologue. Et par ailleurs, je vous rappelle que la présence, en fonction de tout ce qu'on a dit depuis le début de ce cours, que la présence de zones simples brins étendues est très fortement liée à tous les stress réplicatifs et donc est une caractéristique au fond de la cellule cancéreuse. Et effectivement, des travaux
qui sont très récents, vous voyez, ce papier est sorti cette année, montre que la compréhension du mode d'action des PARP est finalement un peu superficielle, qu'on a eu un peu de chance finalement. C'était une très bonne idée de chercher des cellules sans recombinaison homologue, mais il y a probablement d'autres situations dans lesquelles les inhibiteurs de PARP peuvent être importants. Et ces travaux ont montré que des inhibiteurs de PARP, donc qui sont des poisons du site du domaine catalytique, en fait, vont pouvoir avoir des effets assez différents. Dans la PARP, vous avez des doigts de zinc qui vont permettre de reconnaître l'ADN cassé, et puis vous avez l'activité, la zone de la protéine qui est porteuse de l'activité catalytique, qui va donc pouvoir mettre en place ces modifications post-traductionnelles avec du polyadépéribose et ces chaînes de polyadépéribose qui vont ouvrir la chromatine et recruter les partenaires. Et donc on s'est aperçu en fait que parmi les inhibiteurs, tous inhibaient la fonction enzymatique, mais certains en plus avaient la capacité de fixer de manière extrêmement étroite l'ADN, alors que d'autres, au contraire, ne se fixaient pratiquement pas sur l'ADN et diminuaient la fixation à l'ADN. Et de manière importante, ce sont ce type d'inhibiteurs qui semblent avoir les effets cliniques les plus forts, ce qui, bien sûr, se rapproche de ce qu'on a vu sur les inhibiteurs de topoisomérase, pour lesquels c'est finalement la création d'une liaison extrêmement étroite entre l'ADN et la protéine qui va créer une espèce d'alkylation de grande taille avec une protéine qui va gêner tous les phénomènes enzymatiques ensuite qui vont survenir sur cet ADN. Donc c'est la fixation étroite qui corrèle le mieux avec l'efficacité thérapeutique. Et à titre d'illustration, on a pu montrer qu'il y avait d'autres formes de létalité synthétique entre l'inhibition des PARP et d'autres anomalies de réparation d'ADN, et en particulier un papier qui a été publié dans Nature, mais que je ne vous présente pas ici, montre qu'en l'absence de RNase H2, la RNase H2, c'est une enzyme qui va enlever les ribonucléotides qui ont été mis à la place des désoxyribonucléotides. Donc de temps en temps, en particulier quand il n'y a pas assez de nucléotides, on va mettre des nucléotides qui devraient aller dans l'ARN, sont mis par erreur dans l'ADN. Et donc il y a une enzyme qui s'appelle la RNase H2 qui va être spécialisée dans l'excision de ces nucléotides qui ont été mis, de ces ribonucléotides qui ont été mis par erreur dans la chaîne d'ADN. Et donc, ces travaux montrent qu'il y a une létalité synthétique entre RNase H2 et inhibition de PARP, donc que la PARP contribue à la réparation et que les inhibiteurs de PARP peuvent être donc particulièrement actifs dans des situations où cette enzyme n'est pas capable d'enlever des nucléotides anormaux. Bon, écoutez, on va s'arrêter aujourd'hui là-dessus, et donc dans le cours prochain, on verra en grand détail des travaux qui ont commencé il y a une dizaine d'années autour d'un gène qui s'appelle SLFN11, qui a été découvert par un Français qui travaille aux États-Unis, Yves Pommier, que j'avais invité au séminaire de la chaire il y a 2 ans. Et donc il y a tout un corpus de savoir qui s'est construit autour de cette protéine qui, en fait, va influencer le devenir de la fourche de réplication lésée. Elle va geler en fait les processus de réparation, elle va aggraver la lésion sur la fourche de réplication. Et donc on sait que dans la vraie vie, chez des patients, pour toutes sortes de chimiothérapies, l'expression de SLFN11 est extrêmement liée à l'efficacité thérapeutique. On a découvert ça d'abord de manière empirique, et il y a tout un corpus de savoir qui s'est construit et qu'on verra dans le prochain cours pour comprendre comment ça se passe au niveau moléculaire. Voilà, je vous remercie beaucoup, et n'oubliez pas de rendre vos questionnaires à la fin du cours.